Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi pour plusieurs heures de table ronde qui vont s'enchaîner. J'espère que vous vous êtes préparés, que vous avez bien mangé, que vous vous êtes bien reposés pendant cette petite pause. Je suis Géraldine Russel, je suis journaliste chez Medines et on va commencer cet après-midi par une tendance lourde de la consommation ces dernières années, l'autoproduction. Alors dans l'énergie, dans tout ce qui est agriculture aussi, recyclage, circuit court, économie circulaire. Bref, comment et peut-on peut-être être autosuffisant? J'ai le plaisir d'en parler avec Jérôme Schmitt, vice-président innovation et efficience énergétique chez Total, Peter Nieko, cofondateur de Mandulis Energy, Thibaut Hugues Delarose, CEO de Back Market, et Jean-Noël Gertz, cofondateur de Cyclopenix. Bonjour à tous les quatre, messieurs. Merci d'être avec nous. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on a effectivement affaire à une consommation effrénée, sous l'effet à la fois d'une croissance démographique qui, pour l'instant, ne se dément pas, et en même temps, on fait face à des enjeux climatiques toujours plus contraignants. Est-ce que finalement ce double effet ne nous pousse pas à une consommation plus raisonnée et plus raisonnable? Thibaut, peut-être pour commencer. Alors, de manière assez utopiste, j'ai envie de répondre oui, mais la vérité c'est que non. Les consommateurs sont toujours friands, en tout cas, pour ce qui concerne les produits électriques, électroniques, tout ce qui est tech. Le consommateur est toujours content d'avoir la dernière innovation ou un produit qui prend des bonnes photos, etc. Et les fabricants sont toujours très contents de produire plus pour pouvoir vendre plus et répondre à des dynamiques de croissance et à un système capitaliste. Donc si on prend le problème assez brutalement, non, malheureusement, les gens sont friands de nouvelles technologies. Donc la réponse qu'on essaye d'apporter au problème, c'est de dire, en fait, une fois que ces produits sont produits neufs, parce qu'il y a ces deux contraintes-là, essayons de les faire circuler un maximum. En fait, c'est pas 100% de la population qui veut avoir le dernier produit à la mode. Parfois, le produit qui a 3 ans, 4 ans, même jusqu'à 6 ans, satisfait parfaitement les besoins d'un consommateur. Donc, nous, ce qu'on fait sur Back Market, on regroupe ces produits pour les faire circuler le plus longtemps possible et répondre à cette masse de consommation qui n'est pas forcément celle qui veut le dernier produit. Il n'y a pas encore de prise de conscience en quelque sorte massive, mais vous commencez par une niche en quelque sorte du marché et c'est censé se développer, on espère. Alors la prise de conscience, nous on la propose pas en amont. En tout cas, le consommateur il vient pour deux raisons principales. C'est quand même le combo. J'achète un produit beaucoup moins cher qu'un produit neuf, donc pour mon pouvoir d'achat c'est important. Et en plus il a des garanties que j'ai pas sur des produits d'occasion, donc je prends pas un risque démesuré. Ensuite, on lui dit, une fois qu'il a fait son achat, au fait, by the way, bravo, t'as pas juste acheté un produit, t'as acheté un produit dont c'est la deuxième vie ou la troisième vie, et donc tu participes à un mouvement responsable. Tu viens de reconsommer un produit, donc ce produit que tu as acheté reconditionné, c'est un produit neuf qui a été vendu en moins, d'une certaine manière. Et donc, si tu es content de faire partie de ce mouvement, je t'invite à nous suivre ici et à nous revendre ton ancien produit si tu en as un pour le remettre dans le circuit. Et voilà. Mais c'est plutôt en deuxième rideau. Le consommateur, il vient d'abord pour acheter un produit et ensuite, il est content d'apprendre que c'est bien et il va en parler s'il y est sensible. Jérôme, cette notion d'origine du produit, c'est aussi quelque chose d'important dans le secteur de l'énergie? Ah oui, c'est même très important et ça va le devenir de plus en plus. Mais peut-être juste avant de répondre à cette question directement, je pense qu'il faut, si on repart du début, c'est vrai qu'on ne va pas forcément dans la bonne direction. On a une population mondiale qui a été multipliée par 5 en 100 ans, une consommation d'énergie par habitant qui a été multipliée par 5 en 5 ans aussi, donc ça fait 25. Et on est dans un monde qui est fini, et donc on a un petit problème. Et donc effectivement, il faut qu'on réinterroge nos besoins, il faut qu'on soit plus efficace pour des mêmes usages, il faut qu'on soit aussi plus vertueux. Et quand on regarde l'enjeu du changement climatique qu'on a devant nous, eh bien, un tiers de la réponse à l'enjeu du changement climatique, il vient de l'efficacité énergétique. Et un deuxième tiers vient de modifier l'origine de l'énergie.
Donc de passer tout simplement d'énergie fossile à des énergies renouvelables ou de capter le CO2. Donc même dans le monde de l'énergie, l'origine du produit compte, puisqu'il faut être plus efficace. Donc il faut avoir des produits plus efficaces, c'est très important. Et il faut, le cas échéant, substituer certains produits à d'autres produits ou bien arrêter certains usages. Et puis, deuxièmement, l'origine du produit compte, l'origine de l'énergie compte. Il va falloir de moins en moins d'énergie fossile et de plus en plus d'énergie renouvelable si on veut être aligné avec ce que l'équation de Degré nous impose. Plus efficace, c'est l'idée aussi du projet Mandulis Energy que vous pilotez, Peter. Oui, exactement. Merci beaucoup. À Mandulis, nous fournit d'énergie renouvelable et des services à valeur ajoutée afin de relever les nombreux défis auxquels sont confrontées les communautés agricoles rurales, même en Afrique. Nous sommes maintenant en Ouganda. Chez Mandulis, nous utilisons la gasification de la biomasse pour transformer les déchets agricoles en électricité et en combustible de cuisine propre. Nous livrons de l'énergie qui est abordable, fiable et durable aussi. Notre approche est un peu holistique. C'est pas seulement pour l'énergie, c'est seulement pas des électrons. On relie l'investissement dans l'énergie pour les zones urbaines avec le développement économique dans les communautés agricoles rurales qui ont environnantes. Oui. Donc effectivement, on est entre le secteur de l'énergie et le secteur agricole. Alors le secteur agricole, vous le connaissez bien, Jean-Noël aussi. Justement, cette notion d'efficacité, cette notion d'efficience, tout en étant peut-être un peu plus rationnel, c'est quelque chose que vous vous appliquez aussi à faire dans le secteur agricole? Alors, comme pour Back Market, on essaie de valoriser nos invendus. Une petite forme, c'est un peu un parallèle. Aujourd'hui, nous, on les donne aux habitants. On n'essaie même plus de les vendre. On a essayé au début. On les donne au Resto du Cœur, à la Soupe Populaire, à l'Armée du Salut. Là, dans ce que j'entends, on cherche des solutions aux problèmes à venir. L'un des grands ennemis pour le climat et la planète en général, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et ça, on n'en parle pas assez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être qu'on peut en dire un mot de cet effet rebond, justement, le définir pour le public. Pour le public. Donc, en gros, c'est quand une solution émerge, qu'elle paraît plus efficace, qu'elle est plus efficace, et qu'elle se trouve encore moins chère que les solutions existantes, qui rend obsolètes les solutions préexistantes, et qui devient massivement, beaucoup plus que la solution préexistante, adoptée par les communautés locales. Et ça, c'est un grand défi, par exemple, pour le bas carbone. Comment rendre ça cohérent avec des objectifs avec une absence totale de régulation, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui est possible? On tend vers ça ou les progrès sont encore lents, trop lents peut-être? Alors aujourd'hui, les jeunes générations d'ingénieurs, ils ont conscience qu'il y a un problème. Ils se disent comment ça se fait, on a déjà perdu 10 ans. Ils reprennent à lire la littérature d'écologie profonde des 20 dernières années. Et ils se disent, ouais, mais en fait, au final, aujourd'hui, quand on a de l'argent, on a le droit de polluer. Voilà, on peut faire le tour du monde en avion, en non-stop, tant qu'on a de l'argent. Et on commence à changer de paradigme et à se dire que peut-être que la régulation, un peu, le grand ennemi du libéralisme, c'est peut-être une grande part de la solution. Alors, vous parliez d'effet rebond. Est-ce que cet effet rebond, il peut être, par exemple, au niveau de l'autoproduction, arriver à revenir non pas à de la production de masse pour une consommation de masse, mais à une production plus à l'échelle finalement des individus pour arriver aussi à consommer moins? Est-ce que c'est quelque chose qui est non seulement faisable, mais qui est souhaitable? Alors il faut faire très attention avec l'autoproduction, qui peut être énormément génératrice de carbone. C'est pas pour rien qu'on essaie d'évoluer à une grande échelle pour faire des économies. Sinon on démultiplie complètement les outils et on les rend beaucoup moins efficaces en termes de carbone. Donc c'est pas forcément la décentralisation de l'autoproduction. Voilà, il faut trouver l'équilibre, quoi. C'est une équation. Jérôme, du côté de l'énergie, effectivement aussi, il y a peut-être des
des dangers à l'autoproduction, même si c'est une tendance lourde ces dernières années. Oui, alors peut-être tout d'abord pour rebondir sur ce que tu as dit, je suis d'accord, hein, il faut des réglementations. Et certainement, je pense qu'il y en a sur les enjeux énergie, climat, il n'y en a pas eu suffisamment et il y a un certain nombre de réglementations qu'il faut absolument mettre en place assez vite, notamment un prix du carbone, pour pouvoir parvenir à l'objectif. Sur l'autoproduction, je laisserai Peter en parler, mais il y a des endroits où on peut faire vraiment de l'autoproduction, comme par exemple dans le nord de l'Ouganda, où on expérimente ensemble où tu fais vraiment un travail extraordinaire pour on va dire, autoproduire énergie et alimentation dans un même cercle géographique, mais c'est parce qu'il y a des particularités que Peter décrira qui sont vraiment exceptionnelles. Mais sinon, quand on se projette par exemple en France, il faut faire attention, comme tu l'as dit, il faut d'abord réfléchir, est-ce qu'on est dans une ville, est-ce qu'on est dans un milieu rural, est-ce qu'on ne regarde qu'au bord de la ville ou la ville et le milieu rural qui est autour, donc déjà une région ou un pays, et puis est-ce qu'on parle d'alimentation, est-ce qu'on parle de biens de consommation, ou est-ce qu'on parle d'autres choses comme de l'énergie par exemple. Et à chaque fois, la réponse est différente. Donc il n'y a pas de réponse miracle. Par exemple, si on mettait des panneaux solaires sur 20% des toits de Paris, eh bien, il manquerait encore 15 à 20 gigawatts de solaire et autant d'éoliens quasiment. Donc, même si on voulait être totalement renouvelable. Donc ça ne marche pas à tous les coups. On ne peut pas tout autoproduire partout par n'importe qui. Et puis si Peter développe son projet, il est juste extraordinaire, il va quand même avoir besoin de machines qui vont venir, ou dont les matières premières des machines, dont les biens des machines vont venir d'ailleurs, de Chine ou d'Europe. Et donc on a besoin d'être en lien avec un écosystème autour, ne serait-ce que pour avoir des effets d'abord de baisse des coûts, et puis ensuite de baisse de l'empreinte carbone. Alors justement, Peter, cette autoproduction, cette autosuffisance, elle est possible dans certaines zones géographiques, comme vous l'avez constaté en Ouganda, dans le nord de l'Ouganda. Oui, je pense si vous êtes dans un endroit qu'il n'y en a rien, c'est plus possible de faire plus de choses là-bas. Parce que là-bas, les fermiers, ils nous amènent leurs produits agricoles et après on ajoute la valeur et on lui cherche aussi l'accès au marché. Et après ça, tous les déchets, on l'utilise pour faire l'énergie, pour ajouter la valeur à leurs produits. Et ça marche parce que on peut faire ça avec un prix réduit et ils changent leur vie. Et maintenant, dans l'avenir, ça sera possible aussi d'utiliser les camions qui utilisent l'électricité parce qu'on a trop d'électricité là-bas qu'on produit de tous les rejets là. Ça veut dire transport, c'est possible, l'éducation, c'est mieux aussi. Tout commence avec les fermes, l'alimentation et l'énergie, mais c'est possible là-bas parce qu'il n'y en a rien. Mais si nous sommes même en vie en Afrique, c'est un petit peu plus difficile de changer l'infrastructure qu'on a eue d'abord. C'est pas la même échelle, c'est pas le même nombre de personnes qui sont concernées non plus. Combien de personnes vous arrivez à toucher avec ce projet Mandulis Énergie Maintenant, directement, 1500 familles. Et nous sommes en train d'arriver à presque 200 000 familles. Ça veut dire 1 million de gens là-bas. C'est en Afrique, en Ouganda, la plupart des gens sont les agriculteurs. C'est seulement moins de 20 sur 100 habitent dans les villes. Ça veut dire pour nous, c'est important de trouver les solutions qui peuvent travailler dehors des villes. Effectivement, c'est un marché assez spécifique. Alors,
on l'a vu, l'autoproduction, c'est pas forcément la solution miracle, notamment en termes environnementaux. Est-ce que l'idée, c'est pas plutôt justement ces économies en circuit fermé, ces économies circulaires, comme on l'a vu avec le projet Mandulis, ou ce que vous faites chez Back Market, par exemple? Nous, la réponse qu'on apporte, en fait, assez pragmatique, c'est qu'un produit électrique, électronique, en fait, il y a 90% de son empreinte carbone qui est faite au moment où il est produit. Donc j'ai envie de dire, le mal, il est fait à ce moment-là. Après, vous avez le transport, la distribution, tout ça, mais c'est minime par rapport à la phase de conception avec l'extraction de toutes les matières premières, le traitement avec souvent des machines qui demandent beaucoup de chaleur, etc. Donc une fois que le mal est fait, entre guillemets, et que le produit il est fini, la réponse pragmatique pour nous c'est ok, faut le faire circuler un maximum pour lisser son empreinte, parce que plus il circule, et plus il va être reconsommé, moins de produits neufs vont être consommés. Et donc c'est comme ça en fait, en 3 coups qu'on attaque et qu'on réduit l'empreinte carbone de cette industrie. Mais on est au tout début, c'est un réflexe qui paraît juste logique, c'est favoriser cette circularité. Alors nous on a choisi de mettre les professionnels au milieu, entre le client et entre deux vies de produits, il nous faut un professionnel parce que c'est des produits techniques qui ont besoin d'avoir une expertise. Donc il y a encore ce truc d'économie un peu d'échelle, au moins d'expertise et de formation, qu'il faut mettre au milieu, tout simplement pour pouvoir vérifier, tester les produits bien, remettre les bons composants et assurer des vraies garanties ensuite. Sinon, notre conviction, c'est que ça ne marchera pas. Voilà. Alors, on l'a vu, c'est encore des marchés de niche en quelque sorte. Ça fonctionne dans certaines zones. On a beaucoup parlé de la différence entre tout ce qui était urbain et rural. Est-ce qu'il y a des phénomènes qu'on peut qualifier de phénomènes plus urbains ou plus ruraux? Par exemple, on parle de l'agriculture urbaine. Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à se développer dans les prochaines années, Jean-Noël? Alors c'est un peu compliqué. L'agriculture, c'est un milieu hyper concurrentiel. C'est pas pour rien que énormément d'exploitations disparaissent tous les ans, que le nombre d'agriculteurs a été divisé par 30 en 100 ans. C'est quand même un facteur assez important. Donc il y a une forme de service à la ville qui va naître à travers l'agriculture, mais ça va pas exploser. Ça peut pas exploser. Il y a des normes en agriculture qui font qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et les agriculteurs traditionnels, ils défendent très fortement une forme d'anti-technologisme, principalement dans les pays du sud de l'Europe, qui empêche les technologies qui existent, qui sont au point de se développer en ville. Voilà. Principalement autour de la réglementation du bio. On n'est pas du tout sur un grand remplacement de l'agriculture traditionnelle par des petites exploitations urbaines. Non, pas du tout. Ouais. Et en matière, là aussi, de production d'énergie, est-ce que, là aussi, il y a une vraie opposition entre ruralité et ce qui se passe dans les milieux urbains? Est-ce que l'autoproduction d'énergie est vouée à être plutôt réservée à des milieux urbains ou, au contraire, à plutôt se développer dans les campagnes? Alors, non, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'opposition. Ça peut être, ce sont des modèles qui sont très différents. On voit que par exemple en Afrique, pour les raisons qu'a cité Peter, parce que d'abord on part d'une situation qui, et ça c'est une vraie opportunité, est vierge d'infrastructures, et puis parce qu'il y a également des contraintes politiques ou des contraintes financières importantes, ce qui va permettre à l'Afrique de sortir, on va dire, ou d'arriver à 100% d'accès à l'énergie, alors qu'aujourd'hui on a plus de 600 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité. Eh bien c'est essentiellement des modèles d'énergie décentralisée, soit à l'échelle d'individus, soit à l'échelle de maisons, soit à l'échelle de villages. Donc ce sera des solar home systems, ce sera des mini-grids, mais ce sera rarement, sauf sur les côtes, très probablement, des systèmes connectés au grid et donc centralisés. Donc premier exemple. Deuxième exemple, dans les villes, on va de plus en plus, et en Europe, en Afrique, aux États-Unis, voir et on voit émerger des systèmes de smart grid avec du blockchain, avec du peer-to-peer, avec des échanges d'électricité entre des citoyens, entre des appartements, entre des maisons, avec même des panneaux qui sont déportés. C'est-à-dire que vous avez, en fin de compte, vous n'avez pas forcément besoin de produire votre propre énergie solaire sur votre toit. Vous pouvez produire de l'énergie solaire dans un solar park qui est à 500 km.
mais avoir un contrat qui fait que ce que vous consommez, ce que vous échangez, ce que vous vendez, ce que vous partagez, eh bien, c'est l'énergie solaire que vous avez produite à 500 km de là, alors que vous habitez à Paris. Donc tous les modèles sont possibles, et il y en a certainement un grand nombre qu'on n'a pas encore vu émerger. Et peut-être un point que je voudrais faire par rapport à ça, c'est que dans le monde de l'énergie, l'économie circulaire, c'est essentiel, c'est absolument essentiel. Il est très important qu'on revoie nos modèles. Historiquement, on était producteur, transformateur, distributeur d'énergie, on l'est encore. Il faut que quand on va voir un client, qu'il soit en milieu rural ou en milieu urbain, d'abord, on l'aide à consommer moins, on l'aide à avoir une empreinte plus faible, à réduire son besoin au minimum, son besoin en consommation ou en production, s'il est autoproducteur. Ensuite, qu'on lui apporte un mix énergétique à tout moment qui soit le moins cher et celui avec l'empreinte carbone la plus faible possible. Et ensuite, qu'on l'aide au quotidien à le piloter, le partager, l'échanger. Et enfin, qu'on parle déchets avec lui. Et ce déchet, dans l'énergie, eh bien, c'est soit du CO2, c'est soit de la chaleur, et c'est soit l'électricité fatale qui reste. Et là, il faut qu'on l'aide à le récupérer, à l'utiliser, à le stocker ou à le neutraliser. Et nos métiers vont devoir se transformer pour qu'on intègre toute cette chaîne. C'est plus un sujet tabou finalement, le déchet qu'on produit, y compris dans l'énergie, c'est quelque chose dont il faut parler, dont il faut prendre conscience. C'est non seulement quelque chose dont il faut prendre conscience, ça n'est plus un sujet tabou, vous avez totalement raison, je pense que c'est bien de le poser comme ça, mais en plus, pour qu'on gagne l'équation climatique, la guerre climatique qu'on a tous enclenchée, qu'on a besoin de gagner, eh bien, il faut que ça devienne une opportunité. Il faut que la gestion de ces déchets, que ce soit le déchet chaleur, le déchet électricité fatale ou le déchet CO2, donne naissance à des business models qui permettent à des entrepreneurs de créer de la valeur. Et c'est grâce à ça qu'on va gagner cette course. Et comment on arrive finalement à intéresser, que ce soit les entrepreneurs, les consommateurs aussi, à ce type de problématique, à les rendre finalement acteurs de leur consommation, beaucoup plus que ce qu'ils ne sont aujourd'hui, à la fois conscients aussi de l'empreinte qu'ils peuvent laisser sur la planète. Peter, peut-être, comment est-ce que vous arrivez à embarquer les gens dans votre projet ? Merci. Je ne sais pas si je vous... Est-ce que vous pouvez répéter un petit peu ? Comment est-ce que vous arrivez finalement à faire prendre conscience aux gens qu'on a besoin de réduire la consommation, de consommer plus proprement, d'arriver à changer finalement les manières de consommer ? Maintenant, pour nous, en Ouganda, dans les années 30 qui passent, on a coupé 30% de tous nos arbres pour cuisiner. On cuisine avec des arbres, c'est ça. Et à la même fois, on a plus que 1 milliard de tonnes chacun de déchets agricoles qu'on combuste. Parce que on fait ça parce que nous n'avons pas l'autre choix. Mais si on peut connecter les deux, peut-être on peut quitter à couper les arbres et utiliser notre rejet pour cuisiner, peut-être, pour faire l'électricité pour cuisiner aussi, peut-être. Enfin, maintenant, les gens ont trouvé que sans des arbres, le climat change. Maintenant, en Ouganda, la pluie ne vient pas la même fois chacun qu'en avant. Et les gens ruraux, ils savent ça. Ils ont dit, pourquoi ça? Et on dit, les arbres. Okay? C'est en voyant les changements, finalement, que les gens prennent conscience qu'eux-mêmes doivent changer aussi. Thibaut, peut-être, comment est-ce que vous arrivez à convaincre vos potentiels clients d'arriver à sauter le pas, justement, de ne pas acheter ce nouveau téléphone qui leur tend les bras, mais un appareil reconditionné, de changer leur façon de faire? Alors nous, comme j'ai essayé un peu de l'expliquer au départ, on les attire par un combo essentiellement sur le produit déjà, qualité et prix, donc avec des garanties et un prix attractif. Et c'est ensuite seulement qu'on leur communique le pourquoi c'est bien, post-achat, et qu'après on les embarque dans une
dans notre communauté en fait. On est un peu, on déteste tout ce qui est un peu greenwashing ou communication un peu, verte, alors que il y a vraiment tout et n'importe quoi quand même dehors. Donc la proposition qu'on fait aux consommateurs, c'est avant tout de consommer un produit moins cher et garanti et fiable. Et c'est comme ça c'est pour ça qu'il vient chez nous, ou parce qu'on lui rachète son ancien produit. Et après, on lui dit que c'est cool en fait de participer à ça parce qu'il répond à une problématique majeure qui est on produit trop, on gaspille trop, on gère pas l'après-vie des déchets électroniques. Et donc lui, en faisant cet acte tout simple de soit revendre, soit acheter, il a participé à redonner une vie à ce produit et à lisser son impact. Donc on essaye de trouver des mots accessibles, pas chiants, et de nourrir le consommateur avec une communication simple en lui disant t'as pas juste acheté un produit, t'as fait quelque chose de bien, et continue, et si tu trouves ça cool pour de vrai, parle-en autour de toi. Vous parlez de greenwashing, c'est un problème ça aujourd'hui justement, avoir un certain nombre d'entreprises qui communiquent là-dessus alors même qu'il n'y a pas forcément vraiment d'action en termes d'environnement, en termes d'écologie. Ça pénalise ceux qui ont une vraie action dans le domaine? Je sais pas si ça les pénalise parce qu'en fait, ce qui compte pour le consommateur, fondamentalement, moi, je pense que c'est le produit. Alors, peu importe, c'est l'énergie, sa bouffe, son transport, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est un service qui marche et qui réponde à son besoin. Je pense que ça marche dans toutes les industries un peu comme ça. À partir du moment où vous demandez un effort au consommateur, là, ça demande plus de travail en communication, en marketing et tout ça. Et je pense à la bouffe bio, justement, quand je parle de ça. Là, le consommateur est prêt à payer plus cher pour mieux se nourrir. Et je pense que c'est parce que ça le touche directement dans son expérience de vie et tout ça, plus que que la niche de personnes intimement convaincues qu'il faut qu'on se batte pour la planète. Donc, je pense qu'il faut... Ouais, moi, le greenwashing, moi, ça m'épuise un peu. Je trouve que ça sert à rien. Ce qui est important, c'est de faire des produits qui sont bien réfléchis, des business models qui sont disruptifs et qui vont dans le bon sens, à la fois économique pour le consommateur, parce que sinon, ça ne marchera pas, et à la fois pour la planète. C'est ça le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment on arrive à allier les deux. Et à partir du moment où on caresse ces deux notions et qu'on les met ensemble, là, ça peut créer des cercles super vertueux. Jérôme ? Oui, je voudrais juste abonder. Je pense que on gagnera quand le produit est plus éco-responsable, sera moins cher. Et donc, plutôt que de vouloir isoler des clusters d'autoproduction non reliés, il faut au contraire créer des liens pour optimiser le plus possible, d'une part. Et puis d'autre part, il faut mettre en place des réglementations qui fassent en sorte que les produits plus responsables soient moins chers que les produits moins responsables. Et enfin, il faut éduquer. Et il faut éduquer nos enfants, il faut s'éduquer nous-mêmes, il faut qu'au lycée et au collège, il y ait des cours de consommation responsable à côté des cours de maths. Et il faut changer d'état d'esprit, innover et faire en sorte que ce soit moins cher. Et parce que, en fin de compte, intramuros à Paris, dans notre environnement ici, on est peut-être prêt à payer un peu plus cher pour des choses un peu plus responsables, mais quand vous parlez à quelqu'un qui vit dans des milieux ruraux ou tout simplement qui n'est pas dans un milieu aisé ou relativement aisé, ce qu'il va rechercher d'abord, quoi qu'il arrive, c'est de pouvoir avoir accès aux biens, et donc ce sera le bien le moins cher. Jean-Noël, vous êtes d'accord avec ça, justement, cette nécessité d'éduquer aussi le consommateur dès le plus jeune âge pour arriver à changer les façons de faire? Oui. C'est la clé? C'est ça qui va vraiment permettre qu'on consomme moins, mieux? Consommer moins, mieux, absolument, ouais. C'est primordial. Après, il faut se méfier toujours de l'effet rebond, comme j'en parlais avant. Comment est-ce qu'on fait pour savoir quand on tombe dedans ou pas? Effectivement, par exemple, utiliser les trottinettes électriques à la place du vélo, c'est un effet rebond extrêmement négatif. Voilà. Je vous invite à y penser. On est ici pour se projeter, on va dire, d'ici 2084. Est-ce qu'on peut imaginer que d'ici une soixantaine d'années, effectivement, on aura changé nos façons de consommer, on aura peut-être une empreinte carbone un petit peu plus faible, que finalement cette prise de conscience soit collective, massive? C'est possible? Avec 5 degrés de plus, c'est sûr, on aura moins besoin de chauffage. Donc on fera pas mal d'économies en Europe.
On n'est pas pleinement optimiste de ce côté-là. Moi, je suis un poil plus optimiste. Alors après, oui, s'il fait 5 degrés de plus, pragmatiquement, peut-être qu'il y a moins besoin de chauffage, donc ça va mieux. Mais non, moi, je pense que c'est possible, et heureusement, de créer des dynamiques et des cercles vertueux en trouvant des business models innovants. Faut toujours se casser la tête pour faire moins avec mieux. Et après, il faut aussi que ça change, du coup, que l'éveil collectif crée des vrais changements au niveau des États et des gouvernements. Il faut que la fiscalité évolue partout là-dessus, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, le prix pour le consommateur, c'est ce qui compte quand on a... Enfin, il y a plein de problèmes de pouvoir d'achat. Je pense qu'on est assez éveillé en France sur le sujet en ce moment. Les gens qui ont besoin de consommer, de se nourrir, de voyager, enfin de bouger, de se transporter, ouais, c'est le prix qui va compter d'abord. Donc il faut que toute l'équation économique, que ce soit au niveau fiscal et au niveau business model disruptif pour s'adapter à cet enjeu, enfin, faut les deux. Faut que ça change des deux côtés, quoi. C'est ça qui permettra finalement de démocratiser de nouvelles façons de consommer de manière massive. C'est aussi parce qu'elles seront accessibles à tous. Il le faut, ouais. On ne peut pas demander aux gens de faire des efforts systématiquement en tout cas, ce ne sera pas durable. Il faut que ça change profondément. Peter, vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir ? On peut le voir dans deux cas. On peut dire on n'a pas de choix. Mais on peut dire aussi, je vais utiliser des paroles qui viennent de Pape François. Il a dit que le futur a un nom, et son nom est l'espoir. On a besoin seulement d'une petite lueur de lumière qui se nourrit d'espoir, suffit à briser le bouclier des ténèbres. Plutôt optimiste. Optimiste. Et Jérôme, pour le mot de la fin ? Moi, je suis optimiste d'abord parce que je suis optimiste et puis par nécessité. Je vais prendre l'Afrique. En Afrique, il y a 1 milliard de personnes aujourd'hui. Il y en aura 2 entre 2050 et 2080. Et l'Afrique aujourd'hui est reliée à l'Europe, aux États-Unis, à la Chine. Et tous les jours, les Africains voient nos modes de consommation et y aspirent. Et donc, si on veut qu'en 2084, on soit tous là dans un monde qui soit équilibré, en paix, serein, tourné vers l'avenir, il faut nécessairement qu'on prenne des décisions fortes en termes de mode de consommation. Et donc je ne sais pas si ça s'appelle frugalité, en tout cas ça s'appelle nécessairement quelque chose du type respect du vivant, et puis prendre conscience que les externalités ont un coût et donc doivent avoir un prix. Et y faire très très attention. Et ça, je pense que c'est un devoir de chacun immédiat. Bon, vous l'avez compris, on est au pied du mur, on n'a plus le choix, donc il faut qu'on change nos façons de consommer. C'est positif. Finalement, c'est pas plus mal. Je dirais, c'est une opportunité géniale pour nos enfants. Je peux rajouter un micro truc. Moi, je suis très optimiste aussi en vrai, et on a quand même un truc qui s'appelle Internet, alors qu'il y a plein d'effets de bord certes, mais qui nous permet de mettre les gens en réseau et de justement faire circuler beaucoup plus facilement les produits qu'avant. Et grâce à ces innovations dans les moyens de consommation, on n'a plus besoin d'avoir des capitaux énormes pour faire développer ces solutions. Donc moi, ça me rend très optimiste. On peut voir des trajectoires de croissance phénoménales quand un business model fonctionne. Si c'est un business model vertueux économiquement et pour la planète, ça peut prendre aussi très très vite, quoi. Donc, on devrait voir de plus en plus de solutions émerger dans les années à venir. Ouais, tout à fait. Bon, écoutez, on finit sur une note optimiste, c'est plutôt chouette. Merci à tous les 4 d'avoir été parmi nous. On va enchaîner avec une table ronde autour du paiement après un court battement de quelques minutes. Merci à tous.